Got gun, Hulk left slot, Dixie left, Key left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, we're good. Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line! Touchdown! 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 268 du podcast Jean Actuel Mattei. Très heureux de vous retrouver comme tous les mardis. À mes côtés cette semaine, il a passé un gros sweat parce qu'il est un peu balade. C'est Grégory Richard. Bonjour Grégory. Bonjour Alain, bonjour à tous. On l'appelle petit corps fragile dans l'équipe en ce moment. Il paraît que je traîne cette réputation et je tiens à l'assumer jusqu'au bout de cet exercice 2018. Je suis content d'avoir transmis le flambeau du mec qui est tout le temps malade. T'inquiète pas, ça va revenir rapidement vers toi. J'ai ce pressentiment bizarrement. Camille Saraben est à la technique. Bonjour Camille. Bonsoir. On vous rappelle que le podcast Jean Actu du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris et ses soirées Game On. C'est tous les dimanches encore cette année, c'est dès 19h le dimanche avec l'Happy Hour étendu pour ceux qui viennent voir les rencontres. Le changement à Green Bay, c'est maintenant. Les Patriots qui défendent dur les Rams en play-off et les Texans toujours plus haut. Ce sont les grandes affiches de cette semaine. Tous les matchs sont aussi dans le débrief de la semaine. Évidemment, les tops et les flops, vos questions et le 2-minute warning. Premier jingle, c'est parti. Into the wind, at least in this stadium, what wind there is. And the kick is off the mark, and the Packers are going to lose this game. And their playoff hopes will fade further. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything. Mike McCarthy, petit ange parti trop tard. Packers 17, Cardinals 20. McCarthy, c'est fini. Triste performance dans ce match pour Green Bay. Le coach a été viré dans la foulée. Avant de parler de jeu, on va évidemment parler de ça. Grégory, est-ce que c'était logique de voir Mike McCarthy partir après ce match ? Oui, manifestement, il n'y avait plus vraiment de plan McCarthy depuis quelques semaines maintenant du côté des Packers. On est chaud là. J'étais obligé de la placer, mais c'était le moment ou jamais. Non, c'est sûr que oui, il y a un ressort qui était cassé depuis pas mal de semaines et enfin, je parle de semaines, on peut même dire d'années, hein, puisque ça faisait quand même pas mal de temps que. Alors, avant cette saison-là, Aaron Rodgers n'arrivait plus forcément à être l'arbre qui cachait la forêt de Green Bay. Il n'y avait pas forcément toujours des playoffs du côté des Packers. Et là, très franchement, cette saison, il y a des matchs notamment, on le disait, il y a eu des défaites notamment assez inquiétantes. La dérouillée qu'ils prennent à Washington, à Détroit notamment, avec un Mason Crosby qui était passé à côté. Et là, voilà, c'est encore un symbole. On savait que les joueurs qui avaient été choisis par Mike McCarthy ces dernières années n'étaient pas forcément hyper réguliers. Là, on se rend compte également que c'est les leaders, les figures de proue de cet effectif des Packers qui ont fini par lâcher Mike McCarthy, Aaron Rodgers dans un premier temps avec notamment les prestations en demi-teinte qu'on évoquait il y a quelques jours de ça. Et puis, une nouvelle fois, Mason Crosby qui, au pire des moments, l'abandonne sur un match qui était largement à la portée de Green Bay. Ouais, largement la portée, ça c'est clair. C'est justement, je veux dire, à partir du moment où il perd contre les Cardinals, avant qu'il soit viré, on se doutait bien quand même que ça allait arriver. Et puis du coup, autant faire ce qui allait être fait à la fin de l'année maintenant pour éviter à tout le monde une fin de saison gênante. A priori, il s'entendait plus trop quand même avec Aaron Rodgers. Il y a des témoignages qui commencent à sortir. Je sais pas si tu as lu celui de Jeff Saturday, qui a été le centre des Packers juste avant sa retraite. Alors je sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Mais qui disait qu'il fallait voir l'expression sur le visage d'Aaron Rodgers dans le huddle quand il entendait des fois les appels de jeu de Mike McCarthy et qu'il roulait les yeux régulièrement à l'écoute des consignes. Donc a priori la déconnexion
entre le quarterback et le coach semblait quand même être consommé. Et a priori, dans ces cas-là, t'as pas trop le choix. Tu vas pas virer Aaron Rodgers. Oui, c'est sûr. vas- Et puis juste, si tu peux me permettre, c'est sûr que ces dernières années, il y avait beaucoup de crédit par rapport au fameux fusible Dom Capers. Là, Ouais. à partir du moment où la défense a quand même sensiblement progressé, avec notamment un meilleur pass rush sous Mike Pettine, là, très clairement, ça exposait beaucoup plus McCarthy et il n'y avait plus vraiment d'excuses en sa faveur. Le bilan de Mike McCarthy, c'est 125 victoires, 77 défaites et 2 nuls pour lui à Green Bay. Un titre, 2 saisons avec Brett Favre, le reste avec Aaron Rodgers. Il est arrivé en 2008, j'espère que je dis pas de bêtises. Non, il est arrivé un poil avant même. Enfin bref, il, a doit deux arriver, saisons. il doit arriver peut-être en 2007-2008. Enfin, je crois qu'il arrive l'année avant la finale de conférence perdue contre les Giants, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est ça. Donc je vais juste checker en même temps que je te le dis, mais il est arrivé en 2006 même, c'est ça. Il arrive en 2006. Donc 2 saisons avec Favre, une avec Rodgers, un seul titre. Bon après, c'est pas honteux non plus, il y a d'autres coachs qui ont pas eu de titre du tout, même avec des bons joueurs. Donc c'est fini pour Mike McCarthy. La question qui se pose maintenant, je te la fais en mode polémique. Est-ce que Aaron Rodgers peut être coaché ? Oui, je pense. Il a lui-même dit, je crois que c'était en 2015, je veux être coaché. Bah écoute, après, c'est sûr que après c'est la question qu'on est amené à se poser forcément sur Mike McCarthy. On sait que forcément le boulot de head coach, on l'a suffisamment évoqué, la différence entre le rôle de coordinateur et de head coach, quand on est head coach, c'est aussi un petit peu assistante sociale. Et je pense qu'à un moment donné, Mike McCarthy remettait peut-être pas suffisamment Rodgers à sa place et se disait justement, bah voilà, c'est la vedette, c'est ma nouvelle petite pépite. Donc je vais lui laisser faire son boulot en interne et puis moi je vais gérer la popote avec les autres joueurs. Est-ce qu'en effet, si Rodgers le déclare lui-même, est-ce qu'en effet il n'y a pas besoin d'un joueur qui ait des connaissances également offensives, mais qui soit quand même à même de ne pas être quelqu'un qui se repose sur Rodgers, mais qui est capable de le remettre vraiment à niveau, de le redévelopper? Parce que je pense que de ce qu'on en voit ces dernières années, on sait qu'il n'est pas à son plafond de performance et voilà, il y a peut-être aussi une forme de lassitude et il faut quelqu'un qui puisse de nouveau en tirer la quintessence et c'est ce qui me paraît essentiel à l'heure actuelle. Donc peut-être Ça va un nouvel esprit offensif à voir éventuellement selon l'envie des dirigeants des Packers. Alors voilà, ça va être un des recrutements les plus fascinants de ces dernières années quand même, parce que c'est une franchise historique, c'est un quarterback. Rarement, en tout cas, quand un poste s'ouvre, il y a un quarterback de ce niveau à prendre. Drew Brees, Sean Payton est là depuis 10 ans, Belichick, on n'en parle pas. Rivers a vu quelques quarterbacks définis, mais c'est même quelques coachs définis, mais c'est même pas du même niveau. Donc il y a un vrai poste hyper glamour avec un super quarterback à prendre. Le recrutement, pour moi, et je l'ai mis dans le papier qu'on a mis aujourd'hui sur le site, ça s'annonce passionnant parce qu'il faut savoir qui va avoir une compatibilité d'humeur avec Rodgers, en plus de savoir qui est un bon technicien ou pas, quoi. Parce que comme tu l'as dit, il y a une vraie gestion à faire, il y a une vraie remotivation à faire, il va falloir gagner sa confiance, il va falloir faire les bons choix. À partir de là, on n'est que dans les conjectures. J'ai mis quelques noms et c'était concerté avec la rédaction sur certains dans un article aujourd'hui sur le site. Toi, tu vois quel profil pour Rodgers? Est-ce que c'est plus un ancien qui va gagner le respect à la John Harbaugh? Est-ce que c'est un jeune esprit offensif façon... Alors, un nouveau Sean McVay, le nom de son assistant m'échappe, mais il y a un assistant de 35 ans, c'est Zach Taylor, voilà, coach des quarterbacks des Rams, qui a 35 ans, donc c'est le même âge qu'Aaron Rodgers. C'est quand même une question aussi. Hein. Est-ce qu'il va vouloir être coaché par un mec qui a exactement le même âge? Ou est-ce qu'on va chercher un Lincoln Riley à la fac? Ou est-ce qu'on va chercher un Jim Harbaugh à la fac? Alors là, pour le coup, en termes de compatibilité d'humeur, oui, priori, ça tout peut ou être rien. sympa, ouais. Ça peut nous donner des bonnes ambiances dans le vestiaire. Ouais. Ah, c'est tout ou rien. S'ils s'entendent bien, c'est explosif. Et s'ils s'entendent pas, c'est explosif aussi. Mais voilà. Toi, tu tirais vers quoi? C'était le président des Packers. Ah, moi, je sais que pour le coup, en effet, on en a discuté en interne. Moi, c'est vrai que j'étais peut-être plus sur le côté... La priorité, selon moi, et je pense qu'il y en a beaucoup qui seront d'accord, notamment parmi les fans de Green Bay, c'est de trouver quelqu'un qui puisse permettre notamment à Mike Pettine de rester en place. Donc, il y a en effet des techniciens qui peuvent s'appuyer. Typiquement, un coach comme John Harbaugh, s'il ne reste pas à Baltimore, mais ça dépendra par exemple de la fin de saison des Ravens, a déjà coaché avec Mike Pettine, a quand même géré pas mal d'ego du côté des Ravens, même si Joe Flacco, c'est pas exactement le même profil qu'Aaron Rodgers en termes de caractère notamment. Et puis, on a vu que Joe Flacco, quand il est en dilettante, il n'est pas toujours... remis, on dira, Oui, sur les meilleurs rails, sur les bons rails.
Donc, mais moi, le nom qui me revenait le plus souvent, c'était peut-être Vic Fangio, le coordinateur défensif des Bears, qui, comme je le disais, a déjà coaché avec Pettine justement à Baltimore, donc peut éventuellement le garder. Et ce qui peut être intéressant, c'est aussi pour ça que j'avais cité le nom de Fangio, mais ça aussi, ça dépendra de la fin de saison, c'est le fait qu'il ait déjà coaché avec un coach comme Adam Gase. Donc si Gase, par exemple, n'est pas gardé à Miami, et bon, on voit que la fin de saison du côté des Dolphins, c'est quand même un peu plus pénible, notamment offensivement. Tu fais venir le coordinateur. Voilà, ça peut permettre de faire venir Gase, qui a quand même des bonnes références en tant que coordinateur offensif, et ça peut permettre de développer ce jeu. Après, voilà, honnêtement, Riley, c'est un peu tôt selon moi, le coach d'Oklahoma. Je vois pas Jim Harbaugh partir maintenant à Michigan alors qu'ils sont passés tout proche des playoffs. Et puis Zach Taylor, en effet, tu le disais, c'est un peu jeune. Il y a un autre assistant de McVay qui sort beaucoup, c'est Shane Waldron notamment, qui est un ancien assistant de Belichick aussi, qui a un poil plus âgé, donc qui serait peut-être un nom à suivre selon moi, mais bon, ça reste ouvert. Et puis il y a la grosse cote Josh McDaniels apparemment depuis quelques heures. Bon. C'est vrai. C'est vrai. Bon, là, on est dans la conjecture. Hein. De Oui, toute façon, c'est c'est sûr. pour lancer quelques noms, mais on est dans la conjecture. On va revenir un peu sur la manière de cette défaite. Quand même, aucune passe de plus de 20 yards pour Aaron Rodgers dans ce match. Seulement 3 passes de plus de 10 yards, alors qu'il a lancé 50 fois. Il est à 4,7 yards par passe tentée, 233 yards au total. Ça a été quand même un match d'une pauvreté assez affligeante pour Green Bay. On va pas refaire le match maintenant sur le côté est-ce que c'est McCarthy, est-ce que c'est Rodgers, mais on voit clairement l'étendue du chantier parce que c'est pas normal d'avoir un quarterback comme Rodgers qui lance 50 fois et qui en a seulement 3 qui voyagent plus de 10 yards, non? C'est sûr, surtout que là, pour le coup, Green Bay avait la chance, entre guillemets, de récupérer Randall Cobb sur le poste de receveur. Ces dernières semaines, on pouvait dire, bon, il n'y a que Davante Adams éventuellement comme menace affirmée, confirmée dans le jeu profond. Là, pour le coup, ils avaient un peu plus d'armes et c'est vrai que ça a joué vraiment petit bras, que ce soit à la passe ou au sol. Et forcément, quand t'es autant sur le fil du rasoir, sur ce genre de match-là, tu t'exposes. Arizona, sans être extraordinaire sur l'ensemble du match, est resté à portée de tir. Et puis en fin de match, elle a fini par faire la différence, avec notamment le running back remplaçant Chase Edmonds qui sort une bonne partie. Chandler Jones qui a mis vraiment au supplice David Bakhtiari sur le pass rush d'Arizona. Donc tout ça mis bout à bout, voilà, ça fait pas un succès ridicule pour Arizona. Green Bay avait la possibilité de l'emporter en effet sans ce field goal manqué de Mason Crosby. Mais voilà, c'est aussi le risque, et tu le disais, c'est certainement pas une défaite imméritée dans le sens où les Packers ont montré trop peu de choses pour vraiment espérer surclasser cette équipe relativement faible d'Arizona. Josh Rosen, il y a du progrès ou pas? Sur ce match-là, je sais pas trop. Pour le coup, il y a un peu plus de passes profondes, mais il a surtout bénéficié, on va dire, du gros travail de ses receveurs. Je pense à un catch énorme, notamment de Larry Fitzgerald sur une passe lancée depuis ses 20 yards. Donc c'est sûr que voilà. Encore une fois, la patte Byron Leftwich, c'est aussi d'avoir redonné un petit peu confiance au jeu au sol, d'avoir peut-être mis un peu moins de pression sur Josh Rosen. Et en ce sens, ça reste quand même... Il y a peut-être moyen pour Rosen d'emmagasiner un peu d'expérience, d'essuyer un petit peu les plâtres, de récupérer quelques victoires ici et là. Mais voilà, en tout cas, sur ce match-là, on ne peut pas dire que sa prestation a été fabuleuse, loin de là. Allez, on enchaîne avec Patriots 24, Vikings 10. Les Patriots qui dominent en défense. Il y a un Lawrence Guy notamment qui est très important contre la course au centre de la ligne, dont on n'a pas encore beaucoup parlé cette saison. Les Patriots sont-ils en train de s'établir comme une équipe défensive, Grégory? Je sais pas, mais voilà, comme d'habitude, Belichick est en train de montrer qu'il est capable de s'ajuster au fil de la saison. Là, pour le coup, on attendait de voir un petit peu ce qu'allait pouvoir donner Kirk Cousins contre, en effet, cette défense assez friable. Et bon, ça a été une prestation vraiment en demi-teinte de la part du quarterback des Vikings, notamment intercepté 2 fois, et qui a eu, selon moi, beaucoup de difficultés, notamment à se connecter avec ses receveurs. Donc voilà, du côté de New England, je sais pas comment dire ça, c'est un peu comme en attaque, ça pète pas dans tous les sens selon moi cette saison, mais en tout cas ça fait des jeux importants quand il faut les faire. Tu le disais, en effet, Lawrence Guy qui était le backup, on dira, le joueur de rotation, et qui là vraiment s'affirme de plus en plus sur le poste de defensive tackle. Trey Flowers qui continue d'être relativement régulier cette saison malgré un pass rush qui l'est beaucoup moins du côté de New England sur l'ensemble de l'exercice. Stephen Gilmore, David McCourty au niveau du backfield qui sont amenés à
à défendre les passes quand il faut le faire. Donc c'est solide. Est-ce que ce sera vraiment suffisamment complet en play-off? On ne sait pas. Mais en tout cas, défensivement, il y a des choses vraiment meilleures par rapport à ce qu'on pouvait voir au début de la saison. Ils ont dominé quand même dans les airs aussi, hein, en plus de Laurent Guy. Adam Thielen a été neutralisé. Il y a un groupe qui s'établit dans une certaine continuité, même si Stéphane Gilmore n'est pas là depuis 10 ans et Jason McCourty non plus. Mais Chung et McCourty à l'arrière, l'autre McCourty, Devin, apporte quand même une certaine stabilité dans le système. Il y a 2 interceptions, il y a 3 sur 12 sur 3e tentative et il y a un 0 sur 6 pour Kirk Cousins sur les passes en profondeur. Donc clairement, en tout cas, il y a eu une vraie mise en échec à plusieurs niveaux de cette attaque de Minnesota et c'est quand même intéressant pour les Patriots de commencer à créer ça à l'approche des playoffs. Comme tu l'as dit, après en plus, ou comme on va le dire, Tom Brady est plus explosif pour le moment en attaque. On va voir si ça revient. Mais c'est intéressant d'avoir cet équilibre avec la défense parce que pour l'instant, ils sont plutôt une équipe défense-jeu au sol, quoi. Oui, c'est ça. Après, très franchement, alors Brady, je le dis et je le répète depuis quelques semaines, je pense que l'objectif très clairement, c'est de le ménager au maximum et en gros pour lui dire voilà, toi ton boulot c'est de faire les playoffs, sors-nous ce que tu es capable de faire. Et bon, il y a peu de doute sur son aptitude à faire gagner des matchs à New England dans les moments chauds. Par contre, globalement, et que ce soit au sol ou à la passe, il y a encore une ligne offensive qui est que je trouve monstrueuse, un Trent Brown qui est vraiment précieux, lui qui était plutôt tackle droit du côté de San Francisco. À gauche du côté de New England, on voit que ça pose aucun problème. Et là, encore une fois, il a laissé suffisamment de temps. Ils avaient quand même en face un des meilleurs pass rush de la ligue, un des meilleurs pass rushers de la ligue avec Daniel Hunter. Et ils ont laissé suffisamment de temps à Brady, qui a été mis un petit peu sous pression de temps en temps, mais vraiment ce qu'il fallait, saqué aucune fois sur ce match-là. Et il a de quoi, malgré peut-être une fluidité un peu moins importante que ces dernières années à la passe, la capacité de trouver ses cibles. Ouais, je vais aller un peu me faire un peu l'avocat du diable et même aller dans l'autre sens quand même, mais il a du temps et du coup ça rend pas d'autant plus étonnant, mais on peut parler de jeu court et de jeu très court parce qu'en moyenne ces passes ont voyagé 4,4 yards dans les airs sur ce match. C'est quand même pas grand chose. 26 yards pour Rob Gronkowski, des drops pour Julian Edelman, donc c'est quand même loin d'être fluide encore pour New England dans les airs. Est-ce qu'ils vont trouver le rythme offensivement pour les playoffs? Je m'en fais pas. On est encore qu'en semaine 13. J'ai envie de dire parce que comme tu l'as dit, c'est une équipe de playoffs, quoi. Ils sont là pour aller au mois de janvier et l'enjeu ce sera d'être prêt au mois de janvier. Mais en tout cas, ils sont toujours à la recherche de ce rythme-là parce que Gronkowski est pas dominant, les passes volent pas beaucoup et Julian Edelman a eu un match quand même un peu compliqué. Donc il y a encore du rythme à prendre et c'est pour ça que moi je disais pour l'instant, en tout cas, ils sont une équipe défense plus jeu au sol parce qu'il y a 160 yards dans 39 courses. Sonny Mitchell qui est vraiment maintenant le leader du jeu au sol et on martèle quand même là-dessus pour l'instant. Après, évidemment, ça n'exclut pas une explosion offensive à 400 yards pour Brady sur un match de play-off. Oui, et puis on est assez d'accord sur le fait qu'il le préserve là-dessus. Et puis je présume juste moi de mon côté, mais c'est vrai qu'après, est-ce qu'on n'a pas aussi tenu compte de l'adversaire? On sait qu'il y a quand même un backfield défensif avec des playmakers. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi dans l'idée de peut-être jouer vraiment du jeu intermédiaire, de pas, on va dire, forcer le jeu offensif, de pas s'exposer aux pertes de balles justement vis-à-vis de cette défense opportuniste de Minnesota? Voilà, on sait que le jeu en screen pass, le jeu dans les tracés intermédiaires, c'est quelque chose que New England sait parfaitement faire ces dernières années et depuis le début de la saison. Voilà, alors après il y a peut-être un peu moins de rythme que sur d'autres rencontres qu'on a vues, mais voilà, ça restait quand même relativement cohérent et je pense que voilà, ce déficit de jeu profond dont tu parles, c'était peut-être aussi une forme de méfiance de la part de cette défense de Minnesota. Alors du côté de Minnesota, ça va galérer pour atteindre les playoffs. C'est une déception pour le moment. Il y a une cause particulière pour toi en dehors de la ligne offensive, en dehors des problèmes qu'on a déjà soulevés, l'inconstance du jeu au sol, tout ce qui revient. C'est déjà un paramètre important selon moi. C'est sûr que cette ligne offensive et ce jeu au sol. Alors c'est sûr que sur ce match-là, il me semble pas que Dalvin Cook fait des stats abominables non plus. Il doit faire 80 yards, il me semble. Oui, non, il n'a pas des mauvaises stats, en effet. Il n'a pas des mauvaises stats. Après, c'est sûr que j'ai la sensation aussi que cette équipe de Minnesota, elle a du mal à être performante sur tous les secteurs dans un même match. Il y a des rencontres où la défense va être au rendez-vous et où l'attaque va un petit peu patiner.
des matchs où l'attaque va être hyper performante et où défensivement ça a un petit peu ses méchés. Je pense par exemple au match des Rams en début de saison où la défense avait complètement abandonné le navire, même si en face il y avait une grosse attaque. Et c'est sûr qu'il y a peut-être cette difficulté également du côté de Mike Zimmer. Alors je ne sais pas si le discours a un petit peu de mal à passer, si en attaque le changement de coordinateur a pas été un petit peu délicat à gérer et explique également cette irrégularité chronique. Mais il y a un groupe qui reste quand même relativement performant. Va y avoir la réception de Chicago, déplacement à Détroit. Il y a des matchs qui sont prenables, surtout quand en NFC les équipes on va dire se neutralisent les unes les autres. Ils sont toujours ils ont un spot en playoff dernière nouvelle. Minnesota à l'heure actuelle, leur match nul à Green Bay leur permet d'être devant beaucoup d'équipes à 6-6, mais il va clairement pas falloir se louper pour renouer de nouveau avec les phases finales. Lions 16, Rams 30. Les Rams sont les premiers qualifiés en play-off. Première fois depuis 1979 qu'ils gagnent 2 titres de division à la suite. Ils devaient déjà jouer à Los Angeles, non d'ailleurs à ce moment-là. C'est pas impossible. C'est l'année où ils vont au Super Bowl, il me semble. Peut-être, ouais. Mais un mauvais match pour Jared Goff, une interception, un fumble, 17 sur 33, 207 yards, un touchdown, une interception. Quand on préparait l'émission, tu m'as dit il faut parler du mauvais match de Jared Goff. Est-ce que c'est significatif pour toi, au point que tu veuilles en parler ? C'est significatif parce qu'encore une fois, on reste à 4 semaines des phases finales, qu'il y a une équipe comme les Saints dont on parlera tout à l'heure, mais qui est une équipe qui reste opportuniste en défense et qui peut être efficace en attaque. Donc là, il tombe sur Détroit qui offensivement a quand même patiné également, qui a été extrêmement tributaire de l'absence de Kerryon Johnson, qui a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu beaucoup de problèmes de connexion entre Matthew Stafford et ses receveurs. Enfin bref, offensivement du côté des Lions, il n'y a pas grand-chose qui ont été. Par contre, il y a une défense de Détroit qui a vraiment enquiquiné Jared Goff dans beaucoup de secteurs. Et j'ai pas dans l'idée que la défense de Détroit soit une des meilleures de la ligue. Donc même si on sait que les Lions sont un peu des coupeurs de tête de grosse sécurité depuis le début de la saison, contre des équipes qui vont être capables de faire déjouer au moins Jared Goff. Alors après, faut s'occuper de Todd Gurley qui lui pour le coup a fait un super match. Mais sur des équipes qui vont être capables de neutraliser un tant soit peu le jeu aérien qui tient beaucoup à Sean McVay, ça peut mettre les Rams dans une position un peu inconfortable et on n'est pas à l'abri de se retrouver dans la situation par exemple qu'avait connue Los Angeles l'année dernière en playoff quand ils ont affronté Atlanta au deuxième tour. Ouais, après, il n'en a pas eu beaucoup non plus des mauvais matchs. Donc non, c'est pour ça que je trouvais ça un peu étonnant que tu veuilles appuyer là-dessus. Non, mais encore une fois, c'est vraiment le moment. C'est le moment et l'adversaire. J'avais parlé plutôt de la saison. J'avais trouvé que, alors paradoxalement, il y avait le match à Seattle où je l'avais pas trouvé extraordinaire, même si les Rams avaient marqué plus de 30 points. Ça restait un match de début de saison contre un adversaire de division qui avait été vraiment dominant, à mon sens, dans les tranchées. Là, encore une fois, contre une équipe de Détroit qui a plus grand-chose à jouer cette saison. Non, mais je peux comprendre, mais après c'est la NFL, ça arrive aussi de. Oui, non, mais on est d'accord. L'important c'est de l'emporter. Et bon, s'il peut se remettre en question, on va dire, voir un petit peu ce qui a pêché pour justement travailler ça d'ici janvier, tant mieux pour Los Angeles. Mais ça me paraissait important quand même de le mettre en évidence parce que malgré la qualification en playoff, tout n'est pas rose à l'heure actuelle du côté de Los Angeles. 2 sacs pour Aaron Donald, est-ce qu'il est dans la course au MVP ? Ah bah clairement, c'est le 3e de suite, je crois. Donc l'opposition est à relativiser, mais oui, non, là très clairement, s'il y a un défenseur MVP, je pense que ce sera lui. Bon, ça va être court a priori face à Mahomes et Breeze, mais c'est bien de le mentionner. S'il était sur le podium, ce serait déjà une belle réussite parce que rien que sur les podiums, il ne doit pas y en avoir beaucoup des défenseurs. Il avait fait quoi de J.J. Watt l'année où tout le monde en parlait ? Il était sur le podium ? Alors là, je vais pas te dire de bêtises. J'avoue que je ne regarde pas avec attention les podiums. Mais voilà, c'est pour ça. Je m'arrête à la lumière, je ne regarde pas l'ombre. Non, mais c'est beau. Non, mais tu sais qu'on est un jour de Ballon d'Or et du coup, on a entendu parler de podium toute la journée. Alors, je sais pas, c'est dans ma tête. C'est un truc comme ça. Non, je suis en train d'essayer de regarder, mais je n'arrive pas. Il avait eu 13 des 50 votes, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, il a eu 13 votes sur 50, c'était en février 2015, donc c'était la saison 2014-2015. Rodgers 31 votes, Tony Romo 2, DeMarco Murray 2, Tom Brady 1 et Bobby Wagner 1, donc il était 2e a priori du vote du MVP, derrière Aaron Rodgers cette saison-là. J'espère que je dis pas de bêtises, mais c'est plutôt pas mal, et ça vous rappelle que Tony Romo avait eu 2 votes et DeMarco Murray aussi. DeMarco Murray, dis donc, ça remonte, DeMarco Murray dans la course au MVP. Donc voilà, en tout cas, clairement, Aaron Donald
risque d'avoir au moins quelques votes. Ce serait dommage qu'il n'en ait pas. La ligne des Lions était donc débordée, tu l'as dit, hein, l'opposition a quand même eu du mal. Alors qu'ils étaient censés être meilleurs cette saison, quand même. C'était pas faute d'avoir eu de l'imagination en plus sur le play calling offensif aussi dans ce match. Il y a un tackle à la réception d'un touchdown notamment, Oui, et un tout à onside fait. kick dans le 3e quart-temps. Donc il y a quand même eu des choses. Mais cette équipe des Lions qui reste, j'ai envie de dire, toujours un peu le même chantier, éternel, en reconstruction. Ouais, parce Donc, qu'il y a aussi eu des huées sur un jeu de rose sur une troisième et longue en position goal line. Donc oui, non, ça alterne le chaud et le froid. La question aussi est de savoir comment Matt Patricia va procéder à des ajustements au niveau de son coaching staff. On sait que, et vous en parliez, Jim Bob Cooter est plus forcément en odeur de sainteté du côté du Michigan. Donc oui, il y a des décisions qui restent osées, mais c'est sûr que c'est très très irrégulier. Et puis en plus, comme Matthew Stafford qui est censé être la star de cette attaque patine de plus en plus cette saison, c'est pas ce qui insuffle un vent de fantaisie et de dynamisme du côté de cette équipe. Clairement, on termine les grosses affiches de la semaine avec Texans 29, Browns 13, 9 victoires de suite pour les Texans. Est-ce qu'on peut croire sérieusement en cette équipe? Est-ce qu'ils sont prétendants au titre au même titre que d'autres équipes qui ont le même bilan? Parce que là, à 9-3, ils taquinent le sommet de la FC. Ils sont derrière les Chiefs, mais ils sont à égalité avec les Patriots et les Chargers. Mais j'ai cru comprendre que tu n'y croyais pas beaucoup. Ils sont quand même à 23-0 à la mi-temps, avec 74 yards autorisés. Watson qui complète ses 11 premières passes, encore un coureur à plus de 100 yards à la fin, de la pression, des turnovers en défense. C'est un match complet face à des Browns qui n'étaient pas cadeaux normalement ces dernières semaines. Ouais, alors on va juste relativiser un petit peu. C'est vrai qu'en effet, il y avait un vent nouveau du côté de Cleveland. Maintenant, ils ont battu Cincinnati et Atlanta, qui sont quand même deux équipes un petit peu en décrépitude, notamment encore plus dans cette deuxième partie de saison. Oh, qu'il est négatif. Donc là, en l'occurrence, la marche était un poil plus haute pour Cleveland et ça s'est vu assez vite, avec notamment une première mi-temps cauchemardesque pour Baker Mayfield qui termine notamment avec 3 interceptions. J'ai lu un site US qui disait ils ont transformé Baker Mayfield en Nathan Peterman. Est-ce que tu as apprécié la comparaison? Bah écoute, je sais pas, dans les bons et dans les mauvais moments, je prends, c'est pas très grave. Non mais voilà, blague à part, c'est sûr que en l'occurrence, sur Houston, je reste très réservé, à l'instar de Raphaël, qu'on a parlé plus d'une fois. Il y a l'effectif, c'est complet, et Deshaun Watson est revenu à son très bon niveau, après, on va dire, le début de saison un peu quin lié à sa blessure. Il y a un jeu au sol qui clairement est là maintenant depuis plusieurs matchs. Je crois que c'est le 3e match de suite de Lamar Miller à au moins 100 yards sur une rencontre. Ça faisait un petit moment quand même que Houston n'avait pas eu un jeu au sol aussi régulier en termes de durée. Et puis forcément, on découvre pas qu'ils ont un front seven capable de mettre la pression sur n'importe quelle attaque. Alors c'est sûr qu'il y a quelques zones d'ombre. Est-ce que la ligne offensive peut tenir sur des matchs importants? Est-ce que le backfield défensif est capable également d'être efficace face à des gunslingers, des mitrailleurs? Je pense par exemple à Patrick Mahomes. S'il tombe sur Kansas City, ils peuvent mettre la pression, mais si ça passe, est-ce que vraiment ils sont capables de maîtriser les cibles? Ça, ce sera autre chose. Donc il y a une équipe complète, et puis dis-moi qui tu as battu, je te dirai qui tu es. J'ai pas dans l'idée que Houston a battu des foudres de guerre pour gagner ses 9 derniers matchs, donc j'en oublie peut-être au passage, mais... Je suis comme vous, hein, je suis un peu réservé, et j'ai toujours un peu de mal à y croire. Après, il y a quand même 9 victoires de suite en NFL, quoi. Donc, oui, non, mais tu l'as dit tout à l'heure, c'est ultra compétitif, il n'y a pas de problème. Mais voilà. Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça peut suffire en play-off? Est-ce qu'une fois que tu vas affronter une équipe qui pour le coup a eu des vraies adversités, enfin on va parler tout à l'heure de Steelers-Chargers, enfin voilà, c'est déjà des équipes qui se sont affrontées l'une l'autre, qui peuvent s'échelonner sur des grosses affiches comme ça. Est-ce que Houston a déjà eu ce type de confrontation et l'a gagné? J'en ai pas le souvenir en tout cas. Bon, et Baker Mayfield, on en a parlé un peu, il finit avec 397 yards au total, donc il s'est repris et il n'a encore pas encaissé de sac contre la défense de Houston, c'est quand même notable. Donc voilà, ça arrive, il est rookie, il y aura des petits contretemps comme ça, mais il ne faut pas s'en faire. On passe au reste des résumés de la semaine. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Steelers 30, Chargers 33. C'était l'affiche du dimanche soir. Les Chargers relancés par leurs équipes spéciales, c'est rare, mais ça arrive. Et les Steelers ont complètement calé. Est-ce que c'est pas un peu le symbole d'une équipe qui peut être terriblement inconsistante, quel que soit le moment du match ou de la saison, j'ai envie de dire, avec ces Steelers? Bah oui, c'est exactement ça. C'est pas la première fois qu'on s'en rend compte. Ça m'a rappelé un peu le match de Denver où il me semble que pareil, ils avaient bien démarré et se sont un peu liquéfiés sur la fin. Là, c'est exactement la même chose. Alors avec un peu de drama, on dira, parce que c'est vrai qu'il y a eu quelques décisions arbitrales qui ont fait couler beaucoup d'encre du côté de la Pennsylvanie. Mais bon, ça explique pas tout, ça explique pas ces trous d'air, on dira, mentaux. Et bon, voilà, là encore une fois, Desmond King qui sort ce gros jeu. Quelques erreurs d'assignation défensive, je trouve qu'Keith Butler n'a pas été hyper inspiré, notamment quand il fallait courir sur Keenan Allen. Et du coup, le receveur des Chargers s'est vraiment baladé dans le money time et a notamment facilité le field goal de Bagley en fin de rencontre. Et la triple pénalité sur le field goal de la fin, c'est quand même assez mythique. C'est-à-dire que c'est field goal raté, pénalité, field goal à retirer 5 yards plus court, field goal bloqué, pénalité, nouveau field goal à retirer 5 yards plus court, field goal réussi avec une nouvelle pénalité déclinée. Donc ça prouve clairement ce manque de discipline et cette fin de match complètement chaotique des Steelers. Après, au crédit des Chargers, ils se sont quand même remis à courir efficacement après la pause parce qu'ils avaient quand même pas mal galéré. Il y a eu un inversement quand même dans les tranchées un peu de cette rencontre entre la première et la deuxième mi-temps. Et ils ont remonté 16 points. Je crois qu'il y avait une autre remontée, j'espère que je dis pas de bêtises dans la saison, mais ils ont l'air quand même solides. On parlait de croire en Houston. Moi, j'ai toujours du mal à croire en San Diego parce que c'est devenu un running gag du podcast. Dans Los Angeles, tu veux dire? Los Angeles, voilà, déjà. Est-ce qu'eux, on commence à y croire? Parce que ça commence à ressembler à une équipe solide, non? J'ai toujours du mal à y croire avec les Chargers. Bah oui, c'est sûr que c'est ce que j'allais dire. Il y a un mental déjà, en effet, de par les rencontres qu'ils sont capables de remporter. Et puis, il y a quand même une rotation qui est là. On sait que ça a un grand rôle en NFL. Alors, en l'absence de Joey Bosa... la ligne défensive des Chargers n'a pas démérité, notamment avec quelques joueurs. Je pense à Isaac Russell notamment. Enfin voilà, il y a des joueurs qui ont été capables de se sublimer pendant l'absence de certains titulaires, des Corey Liuget, des Denzel Perryman. Et il y a cette rotation, que ce soit en attaque ou en défense, et ça s'est encore vu ce week-end, notamment en attaque et sur le poste de running back. Pas de Melvin Gordon, et on a Justin Jackson, le rookie, qui sort de nulle part et qui nous fait quand même une rencontre plus que correcte. Donc voilà, du côté d'Anthony Lynn, il y a le personnel qui est là. Manifestement, mentalement, ils sont capables d'aller chercher des rencontres importantes. Le match à Kansas City qui va arriver dans quelques semaines va être vraiment un gros révélateur. Mais en tout cas, c'est une équipe, selon moi, à prendre vraiment au sérieux en phase finale. Falcons 16, Ravens 26. Est-ce que je suis le seul à avoir trouvé Robert Griffin incroyablement efficace à la passe en comparaison de Lamar Jackson quand il est rentré? Ouais, relativisme encore. Non mais je plaisante. Je plaisante. Non mais je plaisante et je force le trait. Mais quand je l'ai vu reculer et faire une passe, je le trouvais quand même vachement plus délié et à l'aise en tant que passeur par rapport à Jackson qui reste quand même très poussif. Il y a un 12 sur 21 à la passe, 125 yards. Enfin, clairement, il fait vraiment son beurre sur la double menace, sur sa polyvalence, etc. Mais c'est étonnant, hein. C'est quand même particulier à regarder. Il y a 2 fumbles en plus. Alors s'il perd des ballons au sol, par contre, ça va un peu annuler les effets, dont un pour un touchdown d'ailleurs, retourné pour un touchdown, je veux dire, par la défense. Donc ça gagne. Là, je pense qu'on est assez d'accord. Ils vont pas remettre Joe Flacco après 3 victoires. Je vous le dis depuis 2 semaines. Encore une fois, je sais pas. Le problème dans cette histoire, c'est que Baltimore, alors oui, il y a 3 victoires avec Lamar Jackson, donc c'est à mettre à son crédit. Et en effet, ça permet de remettre de la confiance dans une équipe qui était un petit peu, on dirait, tourneboulée au début du mois de novembre. Mais en attendant, ils n'ont pas joué des foudres de guerre, quoi. Je veux dire, quand tu joues des défenses passoires comme Cincinnati, Oakland et Atlanta, alors oui, tu peux faire tes yards au sol et d'ailleurs même Gus Edwards coïncide avec cette bonne période-là. Mais est-ce que vraiment sur des matchs importants qui vont arriver, il va y avoir des déplacements chez les Chiefs et les Chargers? Alors Kansas City, défensivement, ils ont aussi des lacunes, mais j'ai un peu peur que sur ces matchs-là, ils soient un peu plus short. Va y avoir ça fait partie de ces décisions importantes qui vont être à prendre pour John Harbaugh. Il joue malgré tout sa place avec un general manager, avec un futur general manager qui va arriver en place avec Eric DeCosta. S'il n'y a pas de playoff pour Baltimore, je pense qu'Harbaugh ne restera pas.
Donc, est-ce que vraiment Jackson est suffisamment assurant? Je suis pas sûr. Maintenant, tu peux jouer sur la dynamique et en effet dire à Joe Flacco, écoute, on va préparer l'avenir et tenter Lamar Jackson. Ils le sortiront jamais. Moi, je vous le dis depuis 2 semaines, ils le sortiront pas. Tant qu'ils gagnent, ils le sortiront pas. Sûrement, mais à mon avis, ils peuvent s'en mordre les doigts à la fin de la saison parce qu'avec le non, calendrier mais qu'a une équipe comme Denver, par exemple, ça va être à surveiller. Attention, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'on connaît la NFL maintenant. S'il retire le rookie qui gagne, tout le monde va lui tomber dessus et il en entendra parler pendant toute sa vie s'ils vont pas en playoff, encore pire. Donc il va aller avec, et puis comme ça, si le rookie se plante, on lui lâchera la grappe avec ça. Et puis au moins les gens, ils auront eu ce qu'ils veulent, parce que tu vois, rappelle-toi du niveau de Tim Tebow quand même, et comment les gens ont hurlé quand on l'a retiré du terrain. C'est une jurisprudence. Après, c'est des coups à être harcelé sur Twitter jusqu'à la fin de ta vie. En tout cas, donc ça, c'est plutôt pour Baltimore. Il y a toujours une très bonne défense. Est-ce que c'est l'attaque à Atlanta qui a lâché aussi un peu? Il n'y a que 130 yards pour Matt Ryan. Ça commence à devenir un peu grand chantier du côté d'Atlanta. Hein. Tu trouves? Bon, je sais pas ce qui te fait dire ça, mais non, là, offensivement, je pense que c'était proche du néant. Au niveau du jeu au sol, c'est pas une nouvelle, mais alors là, pas de connexion avec Julio Jones. Et apparemment, tout s'est arrêté du côté d'Atlanta. Donc là, c'est le pire match de Sarkisian depuis le début de la saison. Et autant il avait bien repris le rythme à partir de la deuxième semaine, autant là, depuis début novembre aussi, c'est vraiment catastrophique à ce niveau-là. Buccaneers 24, Panthers 17. Il y a un quarterback à 4 interceptions dans ce match, mais ça n'est pas Jameis Winston. J'aurais parié sur lui, mais non, c'est Cam Newton. 4 interceptions, pas capable de lancer la passe Ave Maria à la fin. Ça a été aussi un des faits du match, il faut quand même le dire. Ils ont fait rentrer son remplaçant pour tenter une passe longue. Est-ce que c'est inquiétant? Ça fait 4 défaites de suite pour les Panthers. On a titré sur leur chute dans l'émission de la semaine dernière. Malheureusement pour eux, ça se confirme. Greg Olsen est blessé pour le reste de la saison. Il leur reste Browns, Saints, Falcons et Saints à jouer. Ça s'annonce. Alors évidemment, Browns et Falcons, c'est prenable pour eux. Saints, c'est quand même très compliqué. Dans la course au playoff, ils se retrouvent à 6 victoires, 6 défaites, si je dis pas de bêtises. Du coup, ils sont équilibrés. Voilà. Ils étaient à 6-2. Ils se retrouvent à 6-6 avec 2 matchs où ils seront pas favoris d'ici la fin de l'année. Donc s'ils sont à 9 victoires, ce serait déjà très très bien. Ça leur garantit pas les playoffs. Grosse déception, non, quand même, du côté de Carolina, là. Ouais, mais alors après, pour revenir sur ce que tu disais, c'est vrai qu'ils vont jouer New Orleans, par exemple, qui sera possiblement qualifié en playoff et qui sera peut-être pas hyper motivé, notamment en dernière semaine du côté de la Louisiane. Après, ils ont perdu un match, les Saints, donc ils pourraient jouer pour la semaine pour l'avantage du terrain jusqu'à la fin de la saison. Ouais, enfin en tout cas c'est à surveiller, mais là c'est sûr qu'il y a une dynamique qui est clairement en train de se casser du côté des Panthers. Et les raisons sont variées. Alors la semaine dernière, on pointait du doigt le backfield défensif. Là, pour le coup, c'est Cam Newton qui est complètement passé à côté de son match. Alors on va nous expliquer que oui, il manque Greg Olsen. Maintenant, en début de saison, il manquait déjà le tight end vedette des Panthers. Et je trouvais que Newton se débrouillait relativement bien. Et là, contre un backfield défensif de Tampa qui est quand même pas extraordinaire, on se retrouve à avoir comme vedette des Andrew Adams, des Javian Elliott, des joueurs qui sortent de nulle part et qui lui ont mené la vie dure pendant toute la rencontre. Donc c'est sûr que c'est un petit peu préoccupant. Surtout qu'à côté de ça, McCaffrey fait quand même fait encore une bonne prestation, que ce soit à la course ou à la réception. Donc j'ai du mal à évaluer vraiment le mal actuel de Carolina. Je ne sais pas exactement s'il faut remettre certains joueurs en question. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs, à l'instar de Greg Olsen, qui correspondent peut-être à une fansick du côté de Carolina. On l'a dit, mais des joueurs comme Ryan Khalil en centre, comme Thomas Davis en linebacker, c'est des joueurs qui commencent peut-être à être un petit peu vieillissants, avoir un rendement un petit peu moindre. Sur le backfield défensif, on le citait, mais Dante Jackson, le rookie, c'est peut-être la seule vraie valeur sûre. Et derrière, c'est peut-être un petit peu triste, avec également un Mike Adams qui est quand même assez âgé. Donc, il y a peut-être le bon mélange qu'on arrivait à trouver du côté de Charlotte, qu'on n'arrive plus forcément à bien trouver à l'heure actuelle. Jameis Winston, 2 touchdowns, pas d'interception. Est-ce que tu le sens, le petit filou qui est en train de s'assurer son petit contrat à $20 millions pour l'année prochaine? Ouais, ce sera beaucoup conditionné au fait que Dirk Cutter reste ou pas. J'attendrai de voir parce qu'il peut y avoir un changement de head coach et il peut y avoir un changement de GM aussi. Donc je pense que ça découlera beaucoup de ce qui va se passer pendant l'été.
Je pense qu'il est en train d'en faire suffisamment à la Ryan Fitzpatrick. Il a été à bonne école. Il est en train d'en faire suffisamment pour qu'ils aient les jetons de changer et qu'ils disent c'est quand même pas mal ce qu'il peut faire. On va pas prendre le risque. La défense prend 444 yards pour les Buccaneers, mais 4 sacks, 9 quarterback hits, des interceptions. Donc, ils sont à 6 interceptions en 2 matchs après une seule interception en 10 matchs, les Buccaneers, pour la stat. Ils se sont réveillés. Ils ont découvert qu'ils avaient des mains, les defensive backs. Le nouveau coordinateur exploite mieux ses joueurs. C'est pas mal. Aussi, évidemment. Giants 30, Bears 27 après prolongation. Chase Daniel a réussi un exploit dans ce match, figurez-vous, avec 4 fumbles, tous recouverts par l'attaque, quand même. C'est quand même rare de tous les récupérer. Défaite en prolongation quand même. La défense des Bears était là, mais les Giants ont été audacieux. Et ça a payé. Il y a 2 interceptions d'Alec Ogletree. Il y a un gros match de Saquon Barkley. Une passe de touchdown d'Odell Beckham. Il y a de l'imagination. Manning a été mauvais en première mi-temps, mais il a tenu après. C'est les Giants qu'on attendait en début de saison. Oui, en tout cas, c'est des Giants qui montrent de bien meilleures choses, que ce soit en attaque et surtout en défense, parce que là, dès le début du match, ils ont vraiment pris cette attaque de Chicago à la gorge. Alors, tu l'as dit, ça commence avec cette interception de Alec Ogletree, mais il y a eu quand même une continuité. Je pense notamment à ce blitz qui est appelé par Jem Betcher sur la 4e tentative de Chicago en prolongation. Il y a de nouveau une agressivité qui semblait vraiment faire défaut du côté de cette défense nouvelle version de New York. Qui est des bons playmakers en attaque avec notamment Barkley et Beckham qui ont de nouveau fait le show, c'est pas une surprise, mais en tout cas défensivement c'est un peu mieux et c'est pour ça que c'est pas une surprise sur le contenu du match de voir New York s'imposer. Et du côté de Chicago, il faudra donc que Mitchell Trubisky revienne. Il y a eu de l'imagination aussi, on a parlé d'imagination de New York, c'était un match assez fun. Tariq Cohen a lancé une passe de touchdown aussi. Hakeem Hicks, le defensive tackle, a été utilisé au sol pour marquer un touchdown. Donc il y a de l'imagination, c'est pas étonnant évidemment avec Matt Nagy, mais c'est vrai que ils ont été un peu débordés. C'est un match qui se joue à pas grand chose finalement en prolongation. Le l'onside kick est recouvert quand même en fin de match par Chicago, ça aide aussi. Il marque dans cette foulée là, j'ai un trou. Oui, là, c'est ça, ouais. C'est un peu ce que j'allais dire. Les Giants peuvent être contents de gagner ce match quand même parce qu'ils se sont un peu fait peur tout seuls et c'est sûr que cet onside kick, notamment on voit qu'Odell Beckham se jette pas alors qu'il a l'opportunité de le faire, ils auraient pu s'en mordre les doigts dans un match qui leur était promis. Très bizarre, ce petit cet onside kick où Odell Beckham regarde à moitié le ballon, essaye de le dévier. Enfin, c'était assez étrange. Seahawks 43, 49ers 16. Alors celui-là, pour le suspense, on repassera. 168 yards au sol pour les Seahawks, 163 à la passe, 29 courses pour 17 passes. Ils avaient décidé de pilonner comme d'habitude et Bobby Wagner tue le match avec un pick six de 98 yards. Ils étaient dans le mode business, les Seahawks. On a vraiment une équipe old school. J'ai envie de dire, on peut dire ça, ils sont old school par rapport à la norme actuelle. Oui, écoute, là en l'occurrence, ils n'ont vraiment pas eu à forcer leur talent. Alors la seule chose alors c'est vrai qu'encore une fois, ils ont pris les devants assez vite, donc c'est quand même à relativiser, mais il y a ces 400 yards à la passe de Nick Mullens qui sont un petit peu particuliers, mais qui moi en tout cas ne m'assurent pas complètement sur le niveau défensif. Mais c'est sûr que, comme je le disais, ils se sont détachés quand même relativement rapidement avec un Russell Wilson qui ne fait pas des stats énormes, mais qui en tout cas a été capable de trouver ses receveurs dans la end zone. Et puis San Francisco a tenté de s'accrocher, ou a tenté d'y croire, on dira, pendant un temps. Et puis ce touchdown sur retour d'interception, c'est combien, 88, 98 98, je crois. 98 même. Ouais. Encore une fois, San Francisco, la route est longue. Ils sont toujours en lice pour être le premier choix de la prochaine draft et ce ne sera pas étonnant qu'ils le soient. Oui. Mais c'était un succès qui était attendu et espéré pour Seattle et ils l'obtiennent de manière solide. San Francisco, on est au remplaçant des remplaçants. C'est un peu l'intérêt de voir leur match. Dante Pettis finit à 129 yards dans les airs. Jeff Wilson à 154 au total en remplacement de Matt Breida. Donc ça développe des joueurs, mais pour l'instant, en effet, c'est plus le premier choix qui est l'enjeu de la saison. Cowboys 13. Alors je vous ai pas donné, mais pour l'ordre des matchs, grosso modo, on fait NFC, AFC en essayant d'avoir à peu près l'ordre de la course au playoff, je précise. Cowboys 13, Saints 10, moins de 200 yards en attaque pour les Saints, match parfait un peu sur le plan de jeu des Cowboys. C'était le match de jeudi dernier, on en parle donc maintenant un peu plus haut que d'habitude. Ce match Cowboys-Saints, il était intéressant, alors moi j'en ai pas mal parlé dans le fauteuil, donc je vais vraiment te laisser la place. Est-ce que c'était plan de jeu parfait des Cowboys? Alors j'ai dit dans le fauteuil, c'est le plan de jeu le plus simple, c'est-à-dire on stoppe l'adversaire et on mange le chrono, mais c'est aussi souvent le plus dur à réaliser. Là les Cowboys ont quand même pas mal maîtrisé ce sujet-là.
Mais c'est sûr que dit comme ça, ouais, c'est bon les gars, c'est facile, on a juste à stopper Drew Brees pendant tout un Voilà. match, ou en tout cas le freiner un peu. Non, alors déjà la clé importante, et ça c'est sûr qu'on savait que c'était une arme de Dallas, c'était la capacité à freiner le jeu au sol. Ça a globalement été bien fait avec encore un match énorme de Leighton Van Der Esch, le rookie texan. Ça a un petit peu du coup mis plus de responsabilité sur les épaules de Drew Brees. C'est un match qui est vraiment paradoxal selon moi parce que on a été capable du côté des Saints de mettre la pression sur Dak Prescott, mais quand il n'y avait pas de pression, il y avait, on va dire que c'était ou grosse pression sur le quarterback, ou alors passe complétée systématiquement. Et à l'inverse, du côté de Drew Brees, c'était pas, il concède pas énormément de sacs. Par contre, voilà, on lui a brouillé la vision, on va dire. On a essayé du côté de Ron Marinelli et de Chris Richard de brouiller les pistes un maximum, et ça a vraiment fonctionné au maximum sur cette partie-là, avec des joueurs vraiment très complémentaires, parfaitement capables d'être efficaces sur la rotation. Et c'est surtout ça qui a été efficace, même s'il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas 8 sacs, il n'y a pas 4 interceptions, mais en tout cas, il y a une interception décisive en fin de match de la part de Jordan Lewis. Et c'est sûr, du côté de Dallas, ça a été assez solide. On en revient aussi à Amari Cooper, joueur qui dropait beaucoup. 8 ballons lancés, 8 réceptions. Donc manifestement, on sait qu'il y a des soucis sur le backfield des Saints, mais ça va mieux à ce niveau-là du côté de Dallas, et c'est de bon augure pour la suite. Ouais, très bon augure pour Dallas, et moi je suis pas inquiet pour New Orleans, je l'ai déjà dit, mais il a fallu que Dallas sorte un match parfait, il y a que 3 points d'écart, donc il n'y a pas non plus de panique pour New Orleans après ça. Eagles 28, Redskins 13, ça c'était lundi soir, on fait le grand écart, fibula cassée pour Colt McCoy. On arrive donc à Mark Sanchez au niveau des quarterbacks pour les Redskins. Les Eagles ont fini par dérouler face à une équipe quand même décapitée maintenant. Ça va pas être facile cette fin de saison pour les Redskins, 235 yards sur ce match, Adrian Peterson a une grosse course mais plus grand chose d'autre. Faut s'habituer à ça maintenant offensivement pour Washington, ça va être une galère jusqu'à la fin de l'année. Ah bah là, Adrian Peterson, il est vraiment tout seul. Là, au niveau de... Ah bah il voulait des responsabilités, il les a. Hein. Ah bah là, très clairement, ouais, c'est The Star. Là. C'est, vraiment, il est vraiment sous les projecteurs. Parce que oui, c'est sûr que Mark Sanchez va essayer de faire au mieux, mais c'est sûr que sur le poste de quarterback, ça va être extrêmement limité. Les lacunes sur le poste de receveur, on ne les découvre pas. Et là, contre en plus un front seven des Eagles qui était un peu irrégulier, je trouve, depuis le début de la saison. Enfin là, ils s'en sont donnés à cœur joie. Hein. Là, c'était la menace, ça venait absolument de partout avec cette ligne offensive décimée. Et voilà, la défense de Washington a beau pendant un temps essayer de colmater les brèches. Bah, ils finissent par craquer, et c'est pas un hasard par exemple si un Josh Adams finit enfin par être performant au niveau du jeu au sol des Eagles, et Carson Wentz rend une copie relativement propre. Donc c'est sûr que tu le disais, pour Washington la fin de saison va être très longue. Et tu fais bien de le souligner, c'est vrai que c'est pas que des problèmes de quarterback, c'est qu'en plus, s'ils avaient un quarterback de seconde zone ou remplaçant derrière une très bonne ligne, mais le problème c'est que leur ligne est décimée aussi, donc ça commence à devenir très compliqué pour toute l'attaque. Et tu l'as dit, donc Josh Adams fait un bon match, il y a une volonté de courir, et puis Golden Tate quand même, qui a marqué son premier touchdown avec cette équipe, 7 réceptions pour 85 yards. Est-ce qu'ils ont encore le temps de devenir dangereux, ces champions en titre de Philadelphie ? Écoute, ils sont à 6-6, donc ils ont encore parfaitement à portée de tir. Après, ce qui est un petit peu compliqué pour eux, c'est que s'il y a tiebreaker à la fin de la saison, alors ce serait compliqué d'avoir un tiebreaker avec Minnesota vu le match nul des Vikings, mais ils ont perdu contre Minnesota, ils ont perdu contre Carolina, ils ont perdu contre Dallas, même s'il y a un match retour qui sera joué dans le Texas, donc ça peut leur porter préjudice. C'est compliqué. Mais... T'en parlais, voilà, il y a le fameux cœur du champion, voilà, il y a un déplacement à Los Angeles où peut-être que les Rams auront moins de choses à jouer. Voilà, s'ils font une fin de saison régulière un petit peu canon et qui retrouvent un petit peu les valeurs du underdog 2017, sait-on jamais, mais c'est sûr que la route reste encore longue, on va peut-être pas s'arrêter à ce seul succès contre Washington. Il faut espérer pour eux que la roue tourne va tourner, comme disait un ancien prétendant au Ballon d'Or. Jaguars 6, Colts 0, 3 sacs et 9 quarterback hits. La belle série des Colts est terminée pour les matchs sans sac pour Andrew Luck. Et de quelle manière, 0 pointé, énorme perf des Jaguars. C'est presque c'est aigre-doux, j'ai envie de dire, puisque ça donne un aperçu de ce qui aurait pu être cette saison s'ils avaient eu un quarterback décent. Cody Kessler n'a pas fait grand-chose sur ce match. Il a 18 sur 24, c'est propre, mais il n'y a que 150 yards. C'est le minimum syndical, 6-0 de toute façon. Encore une fois, c'est quand même une perf défensive assez incroyable de stopper un Andrew Luck qui termine à 0 points pour la première fois de sa carrière. Oui, c'est ça. Alors après, tu dis que Cody Kessler fait pas... L'attaque globale de Jacksonville, de toute façon, n'a pas été particulièrement inspirée, parce que même Carlos Hyde, qui est le meilleur coureur de
Carlos Hyde ou TJ Yeldon, d'ailleurs, j'ai un petit doute là-dessus, mais en tout cas, les stats sont pas extraordinaires. Que te dire, oui, que la défense de Jacksonville qu'on a retrouvé les bases de la défense de Jacksonville. Voilà, un excellent Jalen Ramsey, un très solide Calais Campbell, même si je suis pas sûr qu'il ait un sac sur la rencontre, mais voilà, en tout cas, c'est des ingrédients qu'on suffit. Du côté d'Indianapolis, qui a peut-être un petit peu pêché également, c'est ce jeu au sol. Globalement, Andrew Luck arrive à se débrouiller sans depuis quelques semaines. Là, malheureusement pour lui, en effet, il y avait un petit peu trop de menaces dans différents secteurs et ça pose problème pour Indianapolis dans la course pour les playoffs. C'est ça, ça leur complique clairement la vie. Il va falloir être très très fort sur la fin de saison. Raiders 33, Chiefs 40, 47 yards pour Spencer Ware, 38 pour Damien Williams, 37 pour Tyreek Hill, 52 pour Patrick Mahomes. Tout ça, c'est au sol. Est-ce que c'est ce qui nous attend maintenant qu'Harry Hunt n'est plus là ? Bah écoute, sans doute. Qu'est-ce qui nous attend exactement Parce que l'attaque hyper explosive, on l'a depuis le début de la saison. Hein. Ouais, mais t'as une charge qui est quand même hyper répartie au sol, quoi. Ah oui, c'est très éclaté entre Spencer Ware, Damien Williams, Tyreek Hill, Patrick Mahomes. Tyreek Hill a plus de yards au sol qu'à la réception d'ailleurs, je crois, sur ce match. Il fait pas un bon match dans les. Non, il fait un petit match à la réception. Oui, c'est possible que du coup on se retourne vers un comité, enfin un peu ce qui était le cas avant l'arrivée de Kareem Hunt, parce qu'on avait déjà Spencer Ware et Charcandrick West qui a été re-signé il y a peu de temps par les Chiefs, donc on va peut-être repartir sur ce schéma-là pour Andy Reid et son coordinateur offensif. Maintenant, alors, voilà, quand on voit le niveau d'un Travis Kelce à la réception, on se dit bon, il n'y a pas forcément besoin de mettre énormément de pression sur le backfield offensif, donc ça peut suffire. Alors, un des intérêts, c'est aussi en défense. Ils ont pris 442 yards par les Raiders, ce qui n'est pas forcément rassurant pour cette équipe de Kansas City. Après, il y a un Derek Carr qui est bien sur les 3 derniers matchs avec 6 touchdowns pour 0 interception. Il commence à faire briller quand même des joueurs comme Lee Smith dans les airs ou Jared Cook il a touché 8 cibles différentes. Donc ça a l'air d'aller mieux quand même offensivement pour cette équipe des Raiders. Il y a Jalen Richard qui a 95 yards en 6 courses aussi. Donc on a été très négatif, mais là ça commence, en tout cas sur les derniers matchs, c'est plutôt mieux en attaque. C'est sûr. Du côté d'Oakland, ce qu'on va sûrement regretter, c'est ce début de match avec notamment beaucoup de turnovers fatal, parce je crois qu'il y a 3 fumbles perdus. Alors, j'allais te dire justement, on parlait de partager les ballons par les coureurs des Chiefs. Le partage des ballons, c'est différent à Oakland, c'est que chacun des 3 coureurs a eu un fumble. Donc, ils partagent les pertes de balles. Donc, c'est là où on peut avoir des regrets, parce que quand on voit la fin de match d'Oakland et le fait que, par exemple, ils soient revenus à 33-30 à un moment donné, ça montre en effet qu'il y a des bonnes choses du côté des Raiders. Alors, il y a des bonnes choses offensivement, parce que défensivement, ça a été aussi journée porte ouverte, même si voilà, ça reste l'attaque de Kansas City en face. Mais bon, il y a quand même pas mal de choses à corriger. Trouver vraiment un coureur suffisamment efficace et pas trop partageur, et améliorer les nombreuses pièces en défense. Et ça va être l'objectif de la prochaine draft. Titans 26, Jets 22. Les Jets menaient 16-0. À tes souhaits, Grégory, qui a la gentillesse d'éternuer hors micro. Les Jets menaient 16-0, puis 33-13 à la fin du 3e quart. Ils ont perdu. 33-13, c'est pas possible, pardon. Oh là, je me suis embrouillé dans les scores. Bref. En tout cas, ils menaient largement. Je sais pas pourquoi j'ai noté 33-13 sur ma fiche alors qu'ils ont marqué que 22 points. Ils ont donc perdu. Les Titans sont marqués à 36 secondes de la fin par Corey Davis pour gagner. 11e comeback dans le dernier quart pour Marcus Mariota depuis 2015. Mais il avait mal commencé. Pour une fois, ils vivent sur des gros gains. Mais c'est quand même pas très glorieux cette équipe de Tennessee, Greg, pour laquelle, honnêtement, je ne sais toujours pas à quoi m'en tenir. Et j'espère que tu as entendu ma question pendant que tu te mouchais. Oui, tout à fait, oui. Non, mais oui, malheureusement, il n'y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil. C'est sûr que du côté de Tennessee, on retrouve cette irrégularité. Voilà. Là, pour le coup, c'est un adversaire qui est largement à leur portée et ils se retrouvent quand même à être menés. Alors, je crois qu'ils étaient menés 16-0 avant la pause. Ils marquent un touchdown juste avant la mi-temps pour les sauver un peu parce que le premier acte est un peu catastrophique. Mais pas de jeu au sol pour ce qui est censé encore une fois être leur arme principale, on va dire, avec le duo Lewis et Henry. Et oui, c'est sûr que voilà. Bon, certains diront que c'est aussi le backfield défensif qui les sauve sur ce match-là avec cette interception de Butler, alors que c'est pas vraiment leur force depuis le début de l'année, mais on sait pas trop. C'est une équipe, voilà, avec des menaces protéiformes. Un coup, ça va être ce joueur-là qui va être en évidence. Un coup, c'est Mariota qui va faire quasiment 100% à la passe et qui le week-end d'après va être un peu plus irrégulier. Donc bon, en tout cas du côté des Jets, beaucoup de regrets. Je pense qu'il y a plus d'enseignements encore pour New York
puisque cette défaite elle va faire vraiment mal à Todd Boys dans l'optique de la fin de saison. Par contre, du côté de Tennessee, on s'accroche, mais vraiment, si ça passe, il faudra beaucoup de planètes alignées. Oui, c'est sûr que s'ils se retrouvent en playoff contre les Chargers, les Patriots ou les les Chiefs, a priori. Après, c'est ce qu'on disait l'année dernière à Kansas City, et ils étaient aussi remontés, mais bon, là, ils n'auront peut-être pas la même réussite chaque année non plus. Ouais. Dolphins 21, Bills 17. La passe de la gagne était ouverte, mais elle était un peu trop courte. C'est Charles Clay qui était à la réception. Les Bills ont perdu 3 ballons contre un seul pour les Dolphins. Ça doit être la seule catégorie statistique où ils sont dominés. Ça leur coûte plus ou moins le match. Enfin, c'est un match. Ça fait partie de ces matchs un peu étranges où il y a une équipe qui domine statistiquement. Il y a quelques faits de jeu qui vont pas dans le bon sens. Et finalement, c'est Miami qui s'en sort avec une victoire. Alors que Miami a seulement 175 yards en attaque. C'est assez étrange. Ouais, alors là pour le coup, c'est du Miami dans le texte, c'est-à-dire que on gère bien les temps forts et puis on profite des temps faibles adverses pour faire la différence et pour éventuellement provoquer des turnovers ou assurer un résultat en fin de match. Là, ils font un super premier drive, notamment avec le touchdown de Devontae Parker, et puis derrière c'est beaucoup plus poussif. Il profite de beaucoup d'erreurs. Alors il y a ce muff d'Isaiah McKenzie sur le punt des Dolphins. Il y a cette indiscipline vraiment chronique avec notamment ce roughing the passer de Raphaël Bush, cette interférence de Matt Milano qui amène à des touchdowns de Miami. Et c'est sûr que malgré le bon match offensif de Buffalo et notamment de Josh Allen, ça passe pas pour les Bills qui en plus en effet il y a ce ballon relâché, tu le disais à la dernière seconde, par Charles Clay, donc il y avait malgré tout la possibilité pour Buffalo de s'imposer, mais voilà, Miami en équipe opportuniste reste dans le coup avec sa fiche de 6-6, mais eux à l'instar de Tennessee ce serait un quasi miracle je trouve d'être en play-off. Ah ouais, ce serait pas la plus belle équipe en play-off, clairement. Alors il y a Xavier Howard qui est toujours aussi fort avec 2 interceptions sur ce match. Mais oui, c'est à leur crédit, hein, comme tu disais, profiter des temps faibles. C'est toutes les équipes qui n'y arrivent pas, profiter des temps faibles adverses et profiter de ses propres temps forts. Donc, chapeau à eux de le faire, mais c'est quand même une équipe qui est poussive encore pour le moment. Et juste une petite stat, Josh Allen a 135 yards au sol du côté de Buffalo. Je crois que c'est lui le meilleur coureur rookie à l'heure actuelle sur les stats. Au total, je crois qu'il est devant Lamar Jackson, si je ne dis pas de bêtises. Et on termine avec Bengals 10, Broncos 24. Il n'y a plus personne ou presque pour les Bengals. AJ Green est reparti aussi vite qu'il est revenu. Fin de saison, touché au pied. Andy Dalton n'était déjà plus là. Et du coup, Philippe Lindsay et les Broncos leur ont roulé dessus. Est-ce que c'est un trompe-l'œil aussi, le bilan de Denver? Ça fait partie de ces équipes qui remontent dans la course au play-off. Et ça reste, pour l'instant, c'est les rookies qui nous donnent l'espoir. Il y a 157 yards pour Philippe Lindsay. Bradley Chubb en est à 10 sacs maintenant sur la saison. Donc c'est par les rookies que passe l'espoir. Mais j'ai du mal à être convaincu par cette équipe-là aussi, pour le coup. Écoute, moi c'est un peu ce que j'allais te dire. Ils jouent avec leur force. Leur force, c'est un gros jeu au sol. C'est un pass rush très menaçant. J'aurais du mal à te dire si vraiment le run-stop qui est catastrophique depuis le début de la saison est vraiment meilleur, parce qu'il y a quand même 80 yards de Joe Mixon sur un jeu au sol de Cincinnati qui est pas extraordinaire non plus depuis le début de la saison. Mais en tout cas, voilà, c'est comme Miami, c'est pas très sexy, mais je pense que Steven Joseph, pour le dire en fin de saison, t'as l'opportunité d'avoir une fiche positive, voire de te qualifier en playoff à l'arrache sur une 6e place en wildcard. Je pense que vu sa situation actuelle, il crachera pas dessus, donc c'est pas l'équipe qui fera le plus rêver, mais voilà, c'est une équipe qui va se battre jusqu'au bout avec ses armes, et avec un Case Keenum qui minimise les erreurs et qui profite notamment par exemple d'un Courtland Sutton qui est en pleine progression au niveau du jeu aérien, donc on va pas cracher dessus du côté de Denver. Et la course au playoff en AFC qui est quand même en train et a repris une dimension cette semaine là avec quelques upsets. Ça va être passionnant. Et puis du côté des Bengals, je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire à part le fait que Marvin Lewis a toujours une collection de photos assez impressionnante sur la vie privée du propriétaire qui lui permet de rester en poste jusqu'à la fin de ses jours. C'est toujours l'indiscipline, hein. Ils font quoi, 12 flags encore sur ce match-là. C'est les Bengals comme on les aime entre guillemets, c'est-à-dire voilà, aucune gestion en interne de la part de Marvin Lewis. Ouais, moi j'ai une nouvelle théorie. On a souvent dit que Marvin Lewis avait des dossiers, etc. Est-ce qu'on est sûr finalement que comment il s'appelle le proprio des Bengals? C'est Brand? Brand, ouais. Voilà, Brand. Mais c'est quoi son prénom? Bonne question. Oui, j'ai un trou là. Jack. J'ai un trou de mémoire, j'avoue. Ouais, j'ai un trou. Bon, bref, mais est-ce que cet homme est vraiment vivant en fait? Parce que ça se trouve.
Ça se trouve, il est plus vivant. Et c'est ça en fait. À Mike Brand. Cherchez. Donc ça se trouve, Mike Brand est mort, on ne le sait pas. Et il y a comment dire, Marvin Lewis qui a dépêché quelqu'un dans son bureau, il lui a mis des lunettes de soleil et il l'agite quand il y a des réunions. Et les gens croient qu'il est vivant et il maintient Marvin Lewis comme ça au pouvoir. C'est comme Psychose en fait, ce que tu es en train de me dire. Ouais, et sinon c'est Weekend at Bernie's, non, qui s'appelle le film dont on a parlé la dernière fois et que j'ai déjà dit que j'avais pas vu, où il y a un mec qui est mort et ses amis le font bouger, etc. Ben, peut-être que c'est ça. Peut-être que Mike Brand est mort et que c'est Marvin Lewis qui tire les ficelles littéralement. Réfléchissez-y. Écoute, ça fera une belle histoire en tout cas. Les tops et les flops de la semaine. Grégory, ton top. Mon top, le Giants Bears, j'ai bien aimé. Avec, t'en parlais tout à l'heure, voilà, des trick plays sortis un peu de nulle part. Cette passe de Del Beckham, surtout, bon, on dira, voilà, en effet, il n'y a pas de DB pour contester la passe, mais voilà, faut quand même le faire, le lancer pour qu'il soit de cette fluidité-là. Et puis en effet, les appels très couillus de Chicago, avec notamment cette passe de touchdown de Tariq Cohen à 3 secondes de la fin du match. Donc voilà, match à revoir absolument pour ceux qui l'ont pas vu. Alors, je vous dis ça, mais j'ai entendu ça. Je sais, c'est pas vérifié ou quoi que ce soit. J'ai entendu que Tariq Cohen était le plus petit joueur à lancer un touchdown dans l'histoire de la c'est NFL pas en taille. impossible. Voilà, à vérifier, mais c'était marrant comme stat. Et alors, franchement, pour sortir ça sur le moment, je sais pas comment les mecs ont ça sous la main et qui est chargé de chercher, mais c'est quand même assez bizarre. Mon top, alors j'ai 2 tops, c'est des tops statistiques un petit peu, mais ça permet de mettre en lumière un joueur dont on va peut-être pas forcément trop parler cette année, c'est Brandin Cooks, qui est sur sa 3e saison de suite à plus de milliards à la réception avec 3 équipes différentes. Et c'est une première en NFL. Personne ne l'avait fait avant lui. Donc ça prouve quand même que le mec est pas bidon. Il l'a fait avec les Saints, avec les Patriots et maintenant avec les Rams. Alors oui, c'est des bonnes attaques. Mais ça veut pas dire quand même que c'est à la portée de tout le monde. Il y a des mecs qui sont passés par New England et qui n'ont pas réussi milliards dès leur première saison. Il y en a qui sont allés même avec Sean McVay ou quoi. C'est aussi des systèmes où on distribue pas mal le ballon. Donc voilà, ça prouve que Brandin Cooks est quand même pas un usurpateur et que c'est un bon receveur et qui signe donc sa 3e saison à plus de milliards. J'en ai un deuxième petit, c'est Travis Kelce, lui aussi 3e saison à plus de milliards. Et alors j'étais étonné d'apprendre que c'est seulement le 2e tight end à faire 3 saisons de suite à plus de milliards après Greg Olsen. Tony Gonzalez et Rob Gronkowski ne l'ont pas fait. J'avoue être stupéfaction. Voilà. Moi de même. Ton flop. Bah écoute, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur Tennessee. Alors certes, il y a victoire contre les Jets, mais il me semblait qu'on avait engagé Mike Vrabel à l'intersaison parce que Mike Mularkey était un peu trop léger, on va dire, sur la question mentale. J'ai pas la sensation qu'il y ait eu vraiment un changement du côté des Titans à ce niveau-là. Donc je m'interroge sur le réel changement qu'a apporté Mike Vrabel, hormis sa proximité avec le general manager John Robinson. Donc c'est un petit flop pour moi. Peut-être que les Titans me feront mentir derrière, mais je vois pas une énorme différence à l'heure actuelle. Bim, accusation de copinage, ça balance. Ouais. Mon flop, c'est un flop affectueux. C'était pour Antonio Callaway avec ce magnifique fumble du mec qui a fait l'effort, qui a démonté un défenseur, qui a sprinté, qui a crossé et qui arrive à 50 cm de la end zone et qui relâche le ballon. C'était. Je voulais mettre la musique de Benny Hill sur ce. C'est pas beau parce que le pire, c'est que ça stigmatise encore les Browns, alors que malheureusement, on en voit beaucoup des comme ça. Et, Oh non, je stigmatise on a déjà personne, vu des joueurs lâcher le ballon avant l'embut. Coucou à Deshaun Jackson, par exemple. Je dis pas, mais Deshaun Jackson, c'était marrant aussi. Ah oui, non, mais là, pour le coup, ça tombe sur les Browns, donc c'est sûr que ça remet une couche, quoi. À une époque, ça tombait sur les Jets. Voilà, à une époque, on disait tout le temps que c'était les Jets le cirque. Bon, là, c'est les Browns sur ce coup-là, mais ils ont fait plein d'autres choses. Mais le reste de l'action est magnifique en plus. C'est un touchdown incroyable s'il va au bout. Et voilà, c'est le gag de la semaine. On passe à vos questions. Petit bémol, on passe à vos questions si je les retrouve, parce que je ne les ai pas sous les yeux alors que j'étais censé les avoir. Attention, petite ouverture de fichier parce que je ne me gâche pas le papier sur ce coup-là. Question de Jeff The One, Josh Allen ou Josh Rosen, qui fait la meilleure saison, qui a le meilleur ou le moins pire avenir? Greg, c'est le moment pour toi de revenir sur l'histoire et sur les choix pré-draft. Alors je vais le dire, je le répète, c'est toujours des questions de contexte, mais bon, malgré tout, malgré les réserves que j'avais sur Buffalo, pour l'instant Josh Allen a l'air de s'en sortir un petit peu mieux.
Oui, t'étais Notamment. pas chaud de ouf sur lui. Non, j'étais pas T'étais chaud de pas ouf, très en chaud, effet, ouais. ouais. Bon, en tout cas, voilà, sur le match de ce week-end, en plus, on voit qu'il apporte une alternance au sol qui ne gâche rien. Après, pour l'avenir, je continue d'attendre ce que peut donner Josh Rosen avec une vraie ligne offensive. Alors, certains me diront que Josh Allen n'a pas forcément une ligne extraordinaire à Buffalo non plus. Mais bon, je reste quand même optimiste pour Rosen si l'attaque d'Arizona se développe correctement. Tiens, une question dans le même genre de Belge 48. Non, pardon, j'ai mélangé. Oui, c'est ça, Belge 48. Si vous deviez classer les quarterbacks rookies de cette saison, quel serait l'ordre de se drafter au premier tour? Allen, Darnold, Jackson, Mayfield, Rosen, et quel est votre rookie offensif et défensif sur la saison? Alors d'abord, si on refait la draft aujourd'hui, tu choisis qui dans quel ordre? Au niveau des QB, je garde Mayfield en 1, qui selon moi a quand même montré un peu plus de choses. Donc ça change ton choix d'avant-draft à toi, par contre. Pourquoi? À l'époque, tu choisissais pas Mayfield en 1. Je mettais Rosen à peine devant Mayfield, ouais, mais... Tu t'étais pas plus Team Darnold? Ah, pas vraiment. Non, c'était un Bon, peu... je m'embrouille. Non mais je me rappellerai toujours de ta réaction en fait au moment où Mayfield avait été sélectionné en 1. T'étais très étonné sur le Ah oui, direct. oui, non, mais après, c'était étonnant à plus d'un égard de par le style de jeu de Mayfield, son gabarit, etc., etc. C'est ça qui m'avait un petit peu étonné, mais après, les qualités en tant que telles m'étonnaient pas trop. Donc, ouais, si je devais répondre, je dirais un Mayfield. Après, ça joue dans un mouchoir, hein, parce que c'est pareil, tu peux mettre 2 Jackson sur les 3 matchs qu'il a proposés, mais encore une fois, il y a quand même des lacunes au niveau du jeu à la passe. Non. Moi, je te dirais Mayfield, Darnold, Allen. Darnold avec 14 Jackson, interceptions depuis le début de la saison. Ouais, mais il joue dans une équipe où il n'y a rien autour de lui. Je peux lui Il y en a pardonner beaucoup. pour l'instant. Malheureusement pour eux, il y a beaucoup de QB qui jouent avec c'est le principe, des hein. équipes où il n'y a pas grand-chose. Il y a des principe. lignes offensives, Arizona, Cleveland, tout ça, c'était assez monstrueux. Donc, Non mais voilà, c'est toujours l'exemple facile, mais Manning il se fait découper sa première saison, il lance plein d'interceptions, donc pour moi Darnold je reste en 2 derrière Mayfield. Écoute, moi, éventuellement, parce qu'encore une fois, Rosen, c'est pas très rassurant. Je mettrais peut-être Darnold devant Rosen. Et après, allez, je te fais Mayfield, Allen, Jackson, Darnold, Rosen. Ah, tu mets Jackson devant Darnold? C'est une question de contexte, encore une fois. C'est voilà. Alors attends, Flacco gagne pas les matchs avec. Enfin, Flacco gagne pas suffisamment de matchs avec Baltimore. Le mec, il arrive, il les gagne. Donc après, moi, j'aime pas son style de jeu. C'est très minimaliste, mais en attendant, ça gagne du côté de Baltimore, même s'ils rencontrent pas des foudres de guerre. Donc, je peux pas dire du mal de Jackson, alors que pour le coup, les yards au sol, il est fait pour l'instant, quoi. D'accord, non mais après, on n'a peut-être pas compris la question de la même manière. C'était est-ce que qui tu choisis toi, tu vois, si tu as une équipe dans l'ordre? De ce que j'en ai vu. Tu prendrais pas Jackson avant Darnold quand même. Ah non, Jackson, il est 5 du coup. Voilà, non mais attends, je te connais un peu quand même. Non, écoute, si je m'appuie sur les prestations depuis le début de la saison, bon, allez, on va dire Mayfield, Darnold, Rosen, Allen, Jackson. Bah voilà, du coup on a à peu près le même. Voilà. J'inverse juste Rosen et Allen. Et il demandait aussi dans rookie offensif et défensif. Alors on a fait les trophées, je vais renvoyer au live, mais je crois qu'on avait dit les rookies offensifs et défensifs de l'année. Saquon Barkley. Ouais. Saquon Barkley et Défensif, en défense, Bradley Chubb, non, il n'y avait pas un. Oui, il pourrait y avoir Bradley Chubb, on a dit 10 sacs, mais je crois qu'on avait dit un autre nom dans le live. Je vais plus me rappeler de qui on a dit, mais il y avait Denzel Ward aussi. Oui, il peut Qui être, était- oui, qui tout à était fait, bien il placé. peut être dedans. Ouais. Peut-être un pass rusher, un autre pass rusher qui ne me revient plus. Ou... Ce serait incroyable que les Browns réussissent un doublé avec leurs 2 choix du premier tour sur les rookies de l'année, parce que vu comment ils avaient de la poisse quand ils avaient 2 choix de premier tour Darius ces dernières Leonard années. en rookie défensif. C'est ça, c'était lui. Mais alors, juste, excuse-moi, Vas-y. je te coupe, juste pour revenir sur les rookies offensifs, je ne l'ai pas cité dans mes tops, mais peut-être rappeler également Philippe Lindsay est en passe de battre le record de yards pour un rookie au sol. Ça aussi, j'ai cru voir ça, et a priori, Oui. il est très très bien parti pour, donc c'était à mettre en avant. Alors, attention, je crois pas que ce soit rookie, je crois que c'est rookie non drafté. Ah oui, le c'est vrai, record autant pour moi. qui Ouais. va Tout à taper. fait. Question de Fidel Gastro. Alors celle-là est pour moi, Alain, tu gagnes le droit de te réincarner dans ta prochaine vie en mascotte NFL. Laquelle choisis-tu? A priori, j'aime bien celui des Jaguars. Et j'aime bien celui des Ça Colts, m'étonne il est pas. rigolo parce que... Comment? Ça m'étonne pas. Alors celui des Colts, il est rigolo aussi parce qu'il a un costume avec des langues de belle-mère qui sortent de ses naseaux, le cheval. Je sais pas comment il fait. Oui, mais et il je, souffle et je le répète, il montre ses parties intimes également aux adversaires. Alors ça, tu vois, j'avais pas fait gaffe. Ah si, je t'assure.
Ah, non, moi je me rappelle des langues de belle-mère parce que j'ai fait un selfie avec lui. Voilà, je vous raconte ma vie. Alors, Joe Flacco sera-t-il le nouveau quarterback des Giants ou des Jaguars la saison prochaine en attendant que ces équipes draftent un franchise quarterback? Et selon vous, quel quarterback pourrait être drafté au premier tour en 2019? Will Grier mis à part, Daniel Jones. Question de lit de place, c'est pas une mauvaise idée, non? Joe Flacco comme Rustin quelque part en attendant un développement s'il se fait gicler par Lamar Jackson. Ouais, alors après aux Giants, je sais pas si c'est vraiment le coup de remplacer Manning par Flacco, mais il est Jaguars, pas tout c'est jeune, pas le honteux. Pepper Flacco, hein, il a 32-33 ans quand même, hein, donc Non, mais aux Jaguars par exemple, c'est pas complètement délirant. pas complètement. Il a déjà mené une équipe avec une grosse défense. Ouais, je sais pas, j'ai du mal à voir vraiment quelle équipe ferait un bon significatif. Jacksonville, pourquoi pas, mais encore une fois, après, il y a déjà le contrat massif de Bortles à gérer, donc rajouter Flacco en plus, ça c'est de la popote interne, mais pourquoi pas. Et alors, quarterback au premier tour en 2019, sans rentrer dans les détails et faire leur CV, parce qu'on va en reparler d'ici là, il y a des mock drafts qui vont arriver, etc. Balance-nous juste quelques noms pour teaser un peu les gens. Alors, 3 noms a priori à l'heure actuelle, Justin Herbert d'Oregon, Dwayne Haskins d'Ohio State, et on en parlait, Daniel Jones de Duke. C'est noté. Bud Fumbler, 4 des 5 quarterbacks les mieux payés de la ligue, Roger Stafford, Ryan Garoppolo, blessé certes, ne seront pas en playoff cette année et Kirk Cousins, numéro 3, n'est pas non plus sûr d'y être. S'agirait-il d'une première dans l'histoire récente de la NFL et y a-t-il une conclusion à en tirer? Alors, les chiffres des performances par rapport au salaire, je vais vous dire honnêtement que je les ai pas, mais la conclusion à en tirer, est-ce que c'est pas, mais on l'a déjà dit dans plusieurs émissions, en ce moment la tendance des équipes qui gagnent, c'est quand même drafter un quarterback, avoir du pot sur la draft du quarterback, profiter de son salaire bas et construire un mort autour. Oui, bah, en tout cas, c'est ce qu'a fait Philadelphie avec Wentz, c'est ce qu'a fait Chicago avec Trubisky. C'est sûr que c'est une petite tendance après. Seattle avec Russell Wilson à l'époque où il gagne. Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Donc les Rams aussi, me souffle Camille, en effet, oui. Les Rams aussi, ouais. Les Rams mais aussi. bon, après, c'est toujours pareil. On regarde ça, ça change beaucoup, sachant que forcément, avec l'inflation, et chaque quarterback va regarder ce qu'a touché le quarterback d'avant et il va demander un salaire supplémentaire. Donc, c'est toujours la même chose. Forcément, à un moment donné, en fonction du moment où les quarterbacks signent leur gros contrat, bah, c'est possible que les équipes de tous ces QB-là ne jouent pas les playoffs. Bon, il n'y a pas forcément d'enseignement à en tirer. Après, plus que le chiffre brut du contrat, il faudra regarder la part dans le salary cap. Oui, aussi, ouais. Pour que ce soit plus clair sur le rôle de leur salaire, en tout cas là-dedans. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors tiens, il y a des petits dilemmes. The Manante, Tic Tac, c'est l'heure des dilemmes. Préférez-vous une équipe avec un quarterback talentueux mais mal entouré, ou une équipe de haut niveau général mais un quarterback proche du médiocre? Toute ressemblance avec des équipes réelles n'est que pure coïncidence. Quarterback talentueux. Ouais, j'allais dire tu préfères les Packers ou les Jaguars, quoi. Grosso modo. En tout cas, il y a quoi de construire autour. Hein. Ouais, un Super Bowl avec des petits scores mais intenses, ou du scoreboard qui explose les records? Alors clairement, petit score mais intense. Oui, je t'en rejoins. Une équipe avec une attaque forte et une défense très moyenne, ou l'inverse? Une équipe a une attaque très forte et une défense moyenne, ou l'inverse? Ouais. Vu ce que je vois avec Atlanta, je préfère la défense forte. J'en peux plus. Alors, celui-là, il est dur pour moi. Un camembert ou du brie? Alors, du brie... Bah, je suis briard quand même de base, quoi. Donc, quand même. Obligé de représenter la famille, tout ça. Camille est pas d'accord. Bah... Ouais, c'est dur. C'est dur. Je suis à moitié normand d'adoption aussi. Alors, je sais pas. Ouais, camembert. Ouais, mais je peux pas trahir la maison. Je sais pas. Et je crois que je suis le premier homme du monde à dire faut représenter la famille en parlant d'abri. Oui. Enfin, ouais, a priori. Un coach qui prend des risques, qui ne paye pas toujours, ou un coach conservateur mais qui à la fin a un bilan plus positif? J'adore ces questions. C'est des dilemmes. Si ça fonctionne, conservateur. Hein, ouais, Belichick qui fait pas des trucs extraordinaires. Maintenant, je pense que t'es content s'il arrive à un bilan de 12 victoires par saison, quoi. C'est vrai. On va terminer avec la question de Clint Eastwood. Vous venez d'être nommé président GM des Packers. Vers quel type de coach vous tournez-vous? Un jeune coach NCAA comme Lincoln Riley, un assistant coach à la mode comme John DeFilippo ou Vic Fangio, ou alors vous ne prenez aucun risque afin de continuer dans la médiocrité? Dans ce cas, Jeff Fisher est votre homme. Alors je précise, comme on a déjà analysé un peu tout à l'heure, je détourne un peu la question de Clint Eastwood. Je dis, tu es le GM des Packers et tu embauches qui tu veux. Qui t'as envie d'embaucher? Je parle d'envie. Me dis pas le meilleur fit ou quoi. Qui t'as envie de voir toi
bosser avec Aaron Rodgers ou en tout cas cette équipe des Packers? Tu sais qui je vais dire. Tu sais ce que je vais répondre. Est-ce que tu vas répondre? Bah, toi, tu veux sais Jim ce que Harbaugh, je vais toi? répondre. Bah oui. Bah oui, mais ça, je m'en doute, mais... Je veux Jim Harbaugh et Aaron Rodgers sur le même bord du terrain. Non, franchement, je sais pas, j'ai pas d'avis. Moi, j'aurais bien aimé voir Mike Pettin en head coach. Mais ça, après, a priori, ça se fait pas et sa mauvaise expérience avec Cleveland l'a un peu dégoûté. Moi, je serais fasciné de voir Jim Harbaugh et Aaron Rodgers se hurler dessus pendant les temps morts et se haïr à la fin de la 3e saison. Ils vont s'adorer les 2 premières et à la fin de la 3e, ils vont s'entretuer, ils vont se jeter des iPads à travers la tronche sur le bord du terrain. Enfin, ça va être incroyable. C'est la meilleure histoire. Et puis Jim Harbaugh avec une faites-le. cheesehead, voilà, je peux payer pour T'imagines- voir ça. Hein. T'imagines la promo, il serait à fond là-dessus, tu vois. Il aura un nouveau kaki jaune et vert, tu vois, ses pantalons là, ses chinos jaune et vert, et avec un cheesehead sur la tête, avec le casque pour appeler les jeux par-dessus le cheesehead. Tu vois, il aura un casque hyper grand pour mettre par-dessus le cheesehead. Enfin, ce serait un truc incroyable. Je veux Jim Harbaugh, clairement, tout de suite. Ils ont déjà des maillots jaunes à Michigan en plus, donc ça ne changera pas beaucoup. Il fait déjà froid à Michigan, ça ne changera pas beaucoup. Il est chaud. Donc non, il me faut Jim Harbaugh. Un mot sur le match du jeudi. Titans, 6 victoires, 6 défaites. Jaguars, 4 victoires, 8 défaites. Et si les Jaguars étaient les arbitres de la fin de la saison, ils affrontent Titans, Redskins, Dolphins et Texans, que des équipes qui sont en course pour les playoffs. Ils ont une grosse défense qui va bien embêter tout ça. Je sais même pas s'ils sont favoris dans ce match, les Titans, tellement ils sont irréguliers. Si, officiellement, si. Ils ont plus d'armes en attaque que les Jaguars, mais ils en ont quand même moins que les Colts qui viennent de se faire mettre à 0 par Jacksonville. Donc tout est possible dans ce match, non? Oui, c'est ça. Et puis moi, ce qui m'inquiète encore une fois un petit peu depuis quelques semaines avec Tennessee, c'est la défense. Alors pour le coup, du côté de Jacksonville, Leonard Fournette, a priori, devrait revenir. Mais bon, autant, je sais pas si Jacksonville peut gagner tous les matchs sur les scores de 6-0. Mais c'est pas sur ce match-là, au match aller, on avait un formidable 9-6 pour Tennessee. C'est possible. C'est pas impossible. Donc il va vraiment falloir réussir à contenir les Titans pour rester dans le coup jusqu'au bout. Mais voilà, là du côté de Nashville, j'ose espérer quand même du côté de Tennessee, même si on aime un petit peu cette saison très irrégulière. J'espère que Mike Vrabel va un petit peu souffler dans les bronches de ses joueurs et que ils vont revenir un petit peu plus conquérants que ce qu'ils ont montré contre les Jets. Match de division, donc peut-être un peu plus d'intérêt. En plus, le fait que ce soit en prime time contre Jacksonville, il y aura peut-être un peu plus de motivation contre les Jets, mais je suis pas sûr que c'est un Thursday night qui va nous faire rêver en l'occurrence. Pronostic? Tennessee quand même pour moi. Tennessee pour moi-même. Un minute warning. Je n'ai que 3 questions pour toi, Grégory. Est-ce que Jared Allen va gagner l'or olympique en curling? C'est tout ce que je lui souhaite pour cette formidable discipline qui gagne à être connue. Qui gagne à être connu, en effet. J'espère que ça apportera un énorme spotlight sur le curling. Est-ce que tu penses que vraiment que Ndamu Kongsu a préféré jouer avec Jay Cutler qu'avec Matt Stafford? Non, ça j'y crois pas. Ça, attends, je lui dis toi la comprendre ta question, mais non, c'est impossible. On peut pas préférer ce genre de choses. À moins d'être Mazo, ce qui est pas impossible avec Ndamu Kongsu. Ces 2 quarterbacks préférés, je rappelle pour les auditeurs qui n'ont pas lu l'article, c'est Jay Cutler et Jared Goff. Il n'a pas cité Matt Stafford. Et puis enfin, question que tout le monde nous pose et tu es le mieux placé pour y répondre, qui va avoir le premier choix de la draft 2018? San Francisco. Et 2019, tu veux dire? 2019, pardon. Et qui ils vont choisir? Nick Bosa. Nick Bosa. Comme ça, on aura les 2 frères en Californie. C'est ça. Et ils seront tranquilles. C'est comme ça que se termine l'épisode 268 du podcast Jean Actu. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi pour la preview du week-end. Tiens, est-ce qu'on va la faire un petit peu en avance d'ailleurs? Ça pourrait être une surprise. Et les pronostics, ce sera donc jeudi. Dimanche, ce sera le fauteuil. On vous rappelle que le podcast du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris et ses soirées Game On. C'est tous les dimanches à 19h. Happy Hour étendu pour tous ceux qui viennent voir les matchs. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. On remercie Fricazoïde qui a rejoint la liste cette semaine. Pour nous suivre, alors je précise aussi d'ailleurs, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des notes sur Spotify, sur iTunes et sur toutes les plateformes sur lesquelles vous nous téléchargez. Sur Twitter, @TDActu, sur Facebook, @TDActu, sur Instagram, @TouchdownActu en entier, @Yellow Radiosa pour Grégory sur Twitter, @Camille Saraben et @Alain Mattei. Ça, c'est les comptes perso. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. On vous dit au revoir. Au revoir, Grégory. Au revoir Alain, au revoir tout le monde. Soigne-toi bien. J'ai essayé. Et ciao Camille, merci beaucoup encore pour ton aide à la technique. On se quitte avec encore une fois un petit dernier au revoir à notre ami Mike McCarthy. On vous dit à très bientôt sur Touchdown Actu. Très bonne semaine à tous. Ciao ciao.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end, no safety or surprise. The end, I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free, desperately in need of some stranger's hand in a